J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Dans votre studio des élections présidentielles en Algérie, votre émission préférée déjà, je le dis sans aucune prétention, c'est pas pour susciter le buzz, mais vous êtes très nombreuses et nombreux à nous envoyer des commentaires, des messages, des propositions, à commenter, à partager cette émission qui se veut être un espace démocratique, de parole libre, de débat, d'échange, de contradiction et aussi d'éclairage, parce que notre opinion publique nationale et même les amis de l'Algérie, même les étrangers qui s'intéressent à notre pays, n'y comprennent plus rien à cette tchouktchouka algérienne, notamment donc Hnaya, dans cette émission on essaiera que cette tchouktchouka soit plus ou moins facile à digérer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Comment cette élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain va se dérouler? Qui va faire quoi? Quelle est la couleur de quel camp? Comment les rapports de force vont évoluer? Tebboune et son deuxième mandat, est-ce possible? Est-ce que c'est pas possible? Tous ces thèmes-là seront donc traités sur ce plateau. Merhaba comme encore une fois. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de recevoir quelqu'un qui a été déjà hier avec nous. Mohamed Bakir, merci beaucoup d'être venu. Zoul Abdo, Zoul Bouzid. Voilà, le débat d'hier, on n'a pas eu le temps de le terminer parce que c'était une thématique très importante. On parlait de Tebboune, pourquoi il ne déclare pas encore sa candidature aux élections présidentielles, pourquoi il ne fait pas part de son intention pour le deuxième mandat. Mohamed Bek est avec nous pour poursuivre ce débat-là. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un autre angle, mais ça fera partie du même angle. Merci d'être revenu. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir un nouveau visage, quelqu'un de fraîchement bien arrivé, Amirouche Bouzid, militant politique, membre de Riposte Internationale, qui vient d'arriver il n'y a pas si longtemps de cela en France, et qui a vécu des mésaventures exceptionnelles. On aura le temps d'en parler. Son témoignage et son expérience à eux seuls vont nous fournir un éclairage important sur le déroulement du processus électoral. Merci Zulfelawel, merci de retrouver un ancien et merci à vous. C'est un devoir d'accueillir et encore une fois notre plateau, je le répète, une petite mise au point pour commencer le débat, nous sommes ouverts à toutes les tendances politiques, à toutes les sensibilités et je ne cesse de dire aux partisans du régime algérien, vous voulez débattre, vous voulez défendre votre Tebboune, vous voulez défendre Shengriha, venez, mais acceptez la contradiction, acceptez le débat, nos portes sont encore ouvertes, on n'est pas une tribune d'opposition, on est un espace de parole libre. Voilà. Mohamed. Hier, on a parlé de pourquoi Tebboune n'a pas voulu donc déclarer ouvertement sa candidature pour le deuxième mandat. Alors, on nous reparlera plus tard de ce thème parce qu'on a reçu des informations assez contradictoires, nous sommes en train de les vérifier. Mais d'ores et déjà, qu'il soit candidat ou pas, quand même, c'est une élection présidentielle, elle est censée avoir lieu, qu'il soit candidat ou pas. Il y a 5 ans de cela, on a connu une élection présidentielle en 2019. Est-ce qu'on peut s'attarder sur le bilan? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans le pays? Est-ce que ça a changé? Et quelle est la différence entre cette élection-là et l'élection de 2019, de décembre 2019? D'abord, il n'y a pas d'élection. Matériellement parlant, je comprends ton point de vue. C'est ce que, en tant que journaliste, tu étais obligé d'avoir une. Les faits sont têtus, voilà. Les faits sont les faits, comme on dit. Non, mais il n'y a pas d'élection. On n'a pas de débat, on n'a pas de programme, on n'a pas de projet, on n'a pas de candidat. Et donc, il n'y a pas d'élection. Tout le monde est en train d'attendre le conclave des décideurs. Qu'est-ce qui va en sortir? S'ils décident que c'est Ben Guerina qui sera président, ben c'est Ben Guerina qui sera président, entre guillemets. S'ils décident que c'est une conférence, une pseudo-conférence nationale pour prendre je ne sais pas quelle décision, ben ça va être une pseudo-conférence nationale pour avaliser on ne sait pas quelle décision. Donc je pense que la clé de l'analyse de la situation algérienne, elle est dans ce concept de décideur, qui est un concept que nous partageons tous en tant qu'Algériens. Tous en tant qu'Algériens, nous utilisons cet outil d'analyse de notre situation. Bon, on peut se laisser aller à des débats. Il y a une élection, il y a des candidats. Madame Assoulé est candidate et peut-être qu'elle a le soutien de telle ou telle ambassade, comme disent certains. On peut épiloguer sur le rôle de Madame Hanoun, qui pour une énième fois est une porteuse d'eau du système. On peut faire beaucoup de choses. Mais le haqiqa, c'est que ma cache intikhabat. Pourquoi la situation? Je n'apporte pas une réponse, mais quand même, entre 2019 et 2024, il y a eu des choses. Et selon certains, même beaucoup, la situation elle a encore
empiré. Non, elle n'a pas, Plus elle de n'a pas détenus empiré. politiques, plus... Non, Elle n'a pas empiré selon elle n'a toi pas Mohamed? empiré, non. Bon, c'est vrai qu'il est regrettable, que la détention est regrettable pour tous les amis, les camarades qui sont en prison, ça c'est certain, parce que ce n'est pas d'ici à partir de Paris qu'on va minimiser leur souffrance. Mais ce qui est certain, c'est que la situation est quasiment la même que celle qu'il y avait en 2019. Tu es sûr que c'est quasiment la même? C'est quasiment la même. Pourquoi c'est quasiment la même? Il y a toujours la même défection du côté populaire, il y a toujours la même défiance, la même défection par rapport à la régence d'Alger. Et du côté des régions, il y a toujours la même situation d'absence de projet, d'absence de propositions politiques. Si on revient à un moment charnière dans notre histoire récente, c'est 1989. 1989, donc c'est 1988-1989, il y a eu une nouvelle situation qui s'est créée. Elle s'est faite autour d'une proposition politique. Donc il y a eu la Constitution de février 89, il y a eu l'ouverture contrôlée, l'ouverture politique contrôlée, il y a eu quand même l'émergence d'un pôle qui était un pôle structurant qu'on a appelé les réformateurs, autour de Hamrouche, de beaucoup de figures de l'époque. Donc ça a quand même structuré une phase, ça a structuré une période. Et c'était plus ou moins lisible, parce qu'on pouvait plus Cette ou moins... période pour toi n'est pas lisible, Mohamed? Non. Attends, Aujourd'hui... Je te donne des faits. 12 journalistes ont fait de la prison entre 2019 et 2024. Des condamnés à mort. Oui. 2 mouvements politiques ont été classés comme terroristes. L'article 87 bis. Oui. Plus de liberté à un journal qui a disparu. La presse qui a été domestiquée. Des brigades de cybercriminalité qui peuvent arrêter tout le monde. Ça veut dire que c'est quand même pas la même chose en 2019. Oui. En 2019, on n'avait pas ça. On était dans les rues, on pouvait chanter et dire que non, non, c'était une situation de blocage. On était dans une situation de blocage et nous sommes toujours dans une situation de blocage. Peut-être qu'en 2019, il y avait une lueur, il y avait l'espoir d'une jonction entre la mobilisation populaire et peut-être des secteurs du système. C'était ça l'espoir que beaucoup nourrissaient. Par exemple, le Qadri Hassan qui aujourd'hui est en prison. Les différentes initiatives qui se sont cristallisées à l'été de 2019 pour essayer de faire... Et les propositions venaient de la société civile. C'est la société civile qui était dans une dynamique, posture de proposition en direction du système, en espérant qu'une partie dans le système puisse se saisir un petit peu de ces propositions-là, parce qu'il y avait 2 grandes attitudes dans la rue. Il y avait 2 grandes attitudes. Il y avait l'attitude radicale qui disait Itnahauga, qui est de mon point de vue est la plus juste. Et il y avait l'autre attitude, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'expressions pour essayer d'ouvrir sur un compromis. Il n'y a pas eu de compromis. Le constat est simple. Il n'y a pas eu de compromis. Pourquoi il n'y a pas eu de compromis, à mon avis? C'est parce que le système s'est refermé sur sa composante la plus sectaire. Sa composante la plus... Ou la plus radicale. La plus sectaire. Pourquoi sectaire? La radicalité, elle peut être bénéfique. Elle peut être un facteur de rupture. Oui, un facteur d'avance et de rupture. De rupture. Donc, elle n'est pas forcément négative, la radicalité. Pourquoi sectaire? La radicalité. La secte, elle est refermée sur elle-même. Elle est refermée sur des intérêts très étroits. C'est ça, la secte. La secte, ça veut dire que c'est des gens qui voient leur intérêt propre au détriment du reste de la société. Ça ne veut pas dire que le reste de la société a les mêmes intérêts. C'est une société, comme toutes les autres, qui est contradictoire, qui est polarisée. Et si on dit polarisé, ça veut dire qu'il y a des radicalités d'un côté et de l'autre. Mais si on voit la composante qu'il y a aujourd'hui au pouvoir, les gens qui paraissent comme détenteurs du pouvoir, c'est d'abord des gens qui sont issus du pôle sécuritaire. C'est des gens qui ont été peut-être amenés à être impliqués dans les aspects les plus inassumables de ce qui s'est passé dans la décennie 90 et la décennie 2000, et peut-être que c'est des gens qui considèrent qu'ils sont en train de jouer leur tête, que leur tête était sur le bio, par rapport que ce soit à une justice transitionnelle dans le pays ou peut-être
à une justice internationale. On en parlera, on arrivera à ça. Bouzid, Oui. avant qu'on se lance dans le débat, ton histoire personnelle déjà, j'aimerais bien que tu nous la résumes. Alors, pour que, si je ne me trompe pas, tu me corriges, toi, tu étais déjà en Algérie, tu as déjà dirigé un centre de vote dans une localité en Kabylie. Et tu as assisté toi-même. C'est un cas d'éducation nationale. Voilà, donc justement, raconte-nous un peu ton histoire qui, quand même, illustre un petit peu les trucages, les travers des processus électoraux en Algérie et comment tu en es arrivé jusque-là à t'exiler en France. De toute façon, ma conviction est que le destin personnel ne peut pas se faire prévaloir sur un destin national. Mais il est vrai que, en ce qui me concerne, j'ai traversé une période très difficile qui a commencé en 2016 parce que j'étais proviseur d'un lycée. Ok. Au Zouadia. Oui, à la célébration du 20 avril 80, les élèves du lycée ont organisé du théâtre, de la musique, une conférence que j'ai animée moi-même. Le thème de la conférence était sur l'article de Kamel Belkacem, les donneurs de leçons. Et au cours justement de ces festivités, c'est vrai que le contenu des festivités reprenait la culture politique existante. On ne peut pas soustraire à cette culture, à cette analyse existante en Kabylie. Les élèves ont procédé à la mise en place du drapeau du MAC. Certains élèves ou tous les élèves? Les élèves organisateurs. Voilà. Alors, le drapeau, le fameux nom du mouvement pour l'autre. Alors, le MAC à l'époque, il n'était pas encore pour l'autodétermination, non? Il était pour l'autonomie en 2016, non? je pense, si je ne me trompe pas, non, la décantation, elle s'était faite. C'était déjà. Ah non, mais c'était déjà, entre guillemets, radicalisé. Ah oui, ça y est. moi, je ne permettrai pas de qualifier ça de radicalisation ou autre. C'est un débat, c'est des positions qui peuvent être débattues. Tant qu'elles sont exprimées. Oui. Mais les faits, ils sont là. En tant que proviseur, je ne pouvais pas empêcher ça et je ne pouvais pas me permettre de cautionner ça. Ma position est une position d'un administrateur, mais je ne pouvais pas franchir la limite de m'exposer face à d'éventuels dérapages. Le lendemain, j'ai été convoqué par la police des Ouadia, par le commissaire principal des Ouadia. J'ai été auditionné, PV, et puis 2 jours après, le ministère de l'Éducation nationale avait dépêché un inspecteur d'administration en retraite pour enquêter sur ce qui s'est passé le 20. Aujourd'hui, je me donne le droit d'émettre des réserves sur l'identité de la personne qui s'est présentée en tant qu'envoyé du ministère de l'Éducation nationale. Mais ce qui est sûr, ce qui s'en est suivi, c'est que j'ai été sanctionné 3 jours après et muté sur un autre lycée, Benizmenza. On t'a tenu comme responsable de ce dérapage, entre guillemets, de ce que estime comme dérapage. Et pourtant, je n'étais pas le seul établissement où cette situation s'est passée. Mais les Ouadia étaient un centre quand même névralgique. Il faut savoir que les Ouadia est un bastion, est un véritable bastion qui a basculé dans le mouvement du MAC. Et que... basculer, le mot est très fort. Est-ce que tous les habitants des Ouadia sont pour autant pour la pensée, l'idéologie du MAC? Il faudrait savoir que M. Azem, qui est un acteur fort de ce mouvement, il est des Ouadia. Et que sa présence, elle est réelle. Et que son charisme, elle est réel. Mais est-ce que cela signifie pour les Ouadia, c'est des milliers d'habitants quand même? Disons qu'une bonne partie de la jeunesse des Ouadia, moi je vous le dis, moi je ne prends pas position. Moi je constate qu'une bonne partie de cette jeunesse-là, elle est vraiment engagée dans ce mouvement. Bon, ce n'est pas le sujet qui nous intéresse
aujourd'hui. La cabale, elle a commencé à partir de là. C'est vrai que des fois, je me dis, je relativise, mais maintenant, avec un peu de recul, Et en 2019, qu'est-ce qui t'est arrivé en 2019? je considère que la suite allait venir après. Quand j'ai été nommé d'office chef de centre dépouillement de vote d'abord, le brigadier s'est présenté. C'est où ça? Dans quelle localité? Sois très précis. Dans quelle localité? Localité d'Akbil, à Al-Hammam. Toujours la Ouellet des Zébus. Oui. Il faudrait savoir que l'autorité... C'est pour l'élection du 12 décembre 2019. Ah oui, pour être précis, pour que les gens comprennent un peu ce qui s'est passé. Le 12 2019, c'était Voilà. l'élection présidentielle. Tout le monde sait, même le pouvoir il le sait, il le reconnaît, que les wilayas du centre, et spécifiquement Tizi Ouzou, il n'y a pas eu de vote. D'ailleurs, les bureaux de vote des Zébus, ils ont à 11h pratiquement tout a été fermé. Oui. Mais l'excès de zèle de certains responsables des forces de sécurité ont fait que certains responsables ont voulu forcer la main pour qu'il y ait des PV, ce qui m'est arrivé, ce que j'ai refusé. Qui a voulu te forcer la main? Pour être très précis, mon ami, sois très précis. Le chef brigadier accompagné de ses éléments. Le brigadier de la gendarmerie nationale. Oui, et je ne voudrais pas dire le nom, parce que je sais que ce n'est pas un comportement de personne, c'est un comportement de structure sécuritaire. Il voulait vraiment obtenir des PV signés alors qu'il pouvait vraiment les falsifier tout bonnement. Et même après, je pense que le pouvoir politique n'a pas cherché à s'évertuer que la Kabylie a voté. C'était gratuit comme acte de C'est-à-dire que c'est dépassement. lui-même, personnellement, il a voulu te contraindre à trafiquer des PV. Oui. Pour dire quoi dans ces PV? Est-ce Pour que tu dire peux nous raconter? qu'il y a eu des votants, que les votants n'ont pas été seulement des services de sécurité, qu'il y a eu de la population qui s'est déplacée pour voter. Voilà le fond de C'est ce qu'il t'a l'histoire. demandé. Ah oui. Et tu n'as pas demandé d'avantager un candidat au détriment d'un autre? Non, c'était... Et tu as juste demandé de dire qu'il y a eu des votants, quoi. Non, les PV, ils les ont sortis. Leur candidat, il est connu. C'est des PV qui étaient Ah déjà oui. Non. C'est des PV pré-remplis. Est-ce que tu peux nous expliquer avec plus de détails? Qu'est-ce que ça veut dire des PV pré-remplis ou qu'est-ce qui t'en entré? C'est un PV où il y a le résultat de dépouillement des différents centres de vote. C'est aussi... C'est eux-mêmes qui t'ont ramené un PV. Ah oui. Eux-mêmes. Ah oui. Ils ont sorti de leur poche un PV. De leur valise. De leur valise, un PV. De leur cartable noire, oui. Vous savez... Il disait quoi ce PV? Est-ce que tu peux Il être disait précis? que tel nombre de populations allaient voter à la faveur de tel candidat et à la faveur de tel candidat. Il voulait qu'ils aient des documents prouvant qu'il y a eu un vote. Je pense que cette histoire elle a fait du mal à beaucoup de personnes. Okay? Même dans d'autres circonscriptions, on a eu... Ça s'est passé ailleurs aussi. Ah oui. Comment tu sais? Tu as eu des témoignages? Non, parce que des gens, on s'est rencontrés avant. Ça fait, on a des relations, on a des contacts avec ces personnes qui ont été réquisitionnées pour l'opération. Et après l'opération, il y a eu une forme de séisme là politique parce que chacun a vécu le moment du vote différemment. Il y a des gens, il y a des personnes qui n'ont pas été inquiétées, mais il y a beaucoup de gens que je connais ont subi le même sort que j'avais subi, les mêmes pressions à des degrés moindres. Maintenant, tout dépend de la carrière professionnelle des uns et des autres et des postes qu'on occupe. À la différence que, effectivement, le pouvoir politique, la police et les forces de sécurité ne veulent pas de directeurs qui ne sont pas à leur sol. Mais pour être encore plus précis, oui. Comment tu t'es comporté? Qu'est-ce qui s'est passé après cet incident? Pour qu'on soit très clair. De toute façon, j'ai été séquestré à la gendarmerie d'Abi Youssef. Ah bon? De 1h du matin jusqu'à 17h du lendemain, le 13. Oh. Je n'ai été libéré que à 17h, 17h15, le 13-12-2019. Ma famille, elle s'est beaucoup inquiétée. Ma femme, elle était très très mal au point. Et mes parents aussi. Et ils étaient informés que je devais rentrer à la fin de l'opération, puisqu'il n'y avait pas eu d'opération
pourquoi je devais être absent. Et il n'y avait aucune information qui avait parvenu à ma famille, à mes parents, sur l'endroit où j'étais séquestré. Pour quelle raison tu étais séquestré? Parce que j'avais refusé de signer leur PV. Et puis, moi aussi, je me pose cette question. Au final, ça n'aurait servi à rien. C'était gratuit, puisqu'au final, même le pouvoir central, même en 2019, le pouvoir central lui-même a reconnu, le gouvernement avait reconnu que les élections ne pouvaient pas se tenir. Alors c'était vraiment par excès de zèle pour gagner des galons qu'on m'a fait subir cette situation. Après, le plus grave, c'est la suite qui m'a été réservée. Alors, il y a eu vraiment une cabale contre moi, contre ma personne. D'abord, j'ai été suspendu de ma fonction, j'ai été convoqué à la direction de l'éducation. J'ai été suspendu de ma fonction de proviseur de lycée pendant une période de 11 mois. Je n'ai pas perçu mon salaire et je me suis vu refuser qu'on me délivre mon attestation de travail et ma fiche de paye. J'ai des écrits que j'ai faits à la direction de l'éducation pour me rétablir dans mes droits, rétablir ma situation financière et rétablir ma situation administrative. Ces écrits ont abouti au résultat suivant. La direction de l'éducation de Tizi Ouzou m'avait rétabli ma situation financière pour la deuxième année en me payant mon salaire à la maison. On te payait, mais tu ne pouvais pas travailler. Vous vous rendez compte. J'ai aussi des écrits que j'ai adressés à la direction de l'éducation, leur demandant de régulariser ma situation administrative et que c'était pas conforme à la loi de me laisser dans cette situation. J'ai été rétabli une année après. C'est en 2023, en 2021 ou 2023? Oui, 2023. J'ai été rétabli une année après et muté vers un lycée qui était vraiment loin. Où ça? C'était le lycée Mekla. Après, transféré vers un lycée fraîchement ouvert, Bouzguel. Plus important dans tout ça, c'est que j'ai des documents que j'ai adressés à la direction de l'éducation pour leur exiger la régularisation de ma situation. À ce jour, l'année de blocage de mon salaire n'a pas été régularisée. L'année où j'ai été payé sans que je sois nommé ne figure pas sur mes états de service. Parce que j'ai mes états de service après. Voilà ma situation. C'est incroyable. Oui. Tout ça, tu as vécu un cauchemar juste parce que tu as refusé de signer un PV d'une élection truquée. D'une opération de trucage des urnes. Ça, c'est un élément qui pourrait être rajouté au contexte. Il faut savoir que... C'est l'élément déclencheur du problème. Déclencheur, mais c'est un élément d'un tout. Parce qu'il faut savoir que je suis un militant politique, que je suis un syndicaliste, que je suis très lié à Riposte Internationale et que j'ai ma position dans Riposte Internationale de... L'ONG Riposte Internationale, oui, qui œuvre qui milite pour la protection et la promotion des droits de l'homme. De correspondant et de coordinateur de Riposte Internationale en Algérie. Et j'ai fait le suivi de toutes les activités liées, de toutes les démarches liées surtout à la libération, à la demande de libération de Kamira Naïtsid. Et qu'il y a eu une marche... C'est l'une des détenus politiques. Oui, et qu'il y a eu une marche à El Hammam. Et j'étais à la tête de cette marche pour demander, pour exiger la libération de Kamira Naïtsid. Je pense que ce qui ne constitue pas, ce qui ne me singularise pas de l'ensemble des Algériens engagés dans leurs différentes structures politiques, syndicales, organisation des droits de l'homme, maintenant des droits humains, ce qui ne me singularise pas sur l'ensemble de ces Algériens engagés. Je tiens à préciser
que effectivement, il y a beaucoup d'Algériens qui ont beaucoup plus de mérite que moi, qui ont enduré, qui continuent à endurer, qui ont souffert, qui continuent à souffrir de cette répression. Et je tiens à préciser un élément important, c'est que 2019-2024, ce n'est pas la même chose. Je m'explique. 2019, je pense qu'il y a eu un indicateur fort. La rencontre de Ben Salah, quand il a été reçu par Vladimir Poutine, pour se justifier d'abord un État qui se justifie, qui s'explique, qui justifie sa démarche, est un État très faible. Cette rencontre, je pense qu'elle est révélatrice de ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi? Il faudrait noter qu'il y a un arsenal juridique qui a été fait après 2019 sur injonction de Chinguelia. Tebboune est une façade. Mais il porte toute la responsabilité historique. Là, on revient au débat, Khoya Bouzid, mais je préfère faire une petite pause après ton témoignage un peu émouvant et concret sur quand même les conséquences désastreuses sur une vie humaine lorsqu'on s'oppose à une opération de trucage des urnes. On veut juste une petite pause et on revient pour poursuivre notre débat. Soyez restés encore connectés. Top, top. Nous y voilà encore une fois sur ce plateau. Ejmaat El Khair m'a pris un témoignage un peu bouleversant, franchement. Mohamed, je ne sais pas qu'est-ce que tu en as pensé, mais l'histoire de Bouzid Amirouche, on peut tirer des enseignements quand même sur l'organisation des scrutins dans notre pays. Ça montre juste les modes opératoires, mais disons qu'elle corrobore l'état général, le constat général. Ceci dit, Mohamed, et là, Amirouche t'a contredit, 2019, c'est pas qu'en 2024 quand même. La situation elle a beaucoup empiré. Mais je voudrais juste préciser, si vous le permettez bien sûr, parce que je pense que la réforme du droit syndical, du droit à la grève, le verrouillage médiatique, les nouvelles lois sur la loi d'information, ainsi que la normalisation des partis historiquement opposants au pouvoir, qui étaient porteurs de vrais projet de société. Et l'article 87 bis aussi. Hein. Oui, sans parti pris pour le FFS. Sans que je prenne parti pour... Il a une histoire, il a un héritage. Oui, mais la normalisation de ce parti d'opposition est une perte pour les Algériens, pas seulement pour les militants politiques du FFS. Ceux qui ont pris en otage le FFS ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas le droit de réduire cette formation politique à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est FFS Jadid. C'est dommage. Parce que les sacrifices... Comme un Mohamed. Les sacrifices qu'on Il y a quelque chose que j'ai remarqué, moi, depuis 2019. Oui. C'est un sujet tabou. Pas tabou, on n'arrive pas à en parler sereinement. C'est la question de la Kabylie. En 2019, il n'y avait pas autant de pression sur la Kabylie que durant cette époque-là. On a quand même... Ah si, la persécution kabylie, elle est devenue... le dernier épisode, l'écrivain Dominique Barre, c'est un élément fondateur. Elle a été embarquée avec tous ses lecteurs. C'est un élément fondateur de ce que j'appelle la région d'Alger, du système algérien tel qu'il existe depuis 1962. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut remonter à la guerre de libération. Ou même au mouvement national. Le noyau dur du mouvement national et le cœur de la guerre d'indépendance, c'est entre autres la Kabylie. Historiquement, à partir de l'immigration qui s'est faite en France, la création de l'étoile nord-africaine et le cheminement du mouvement national, pour différents facteurs. Par exemple, le fait que l'éducation, l'intégration à l'école française, c'est beaucoup plus faite en Kabylie qu'ailleurs, a fait que l'encadrement du mouvement national et les militants du mouvement national étaient beaucoup plus présents en Kabylie qu'ailleurs. Ensuite, ça a donné une plus grande implication, pas seulement ça, mais bon, ça a donné une plus grande implication de la Kabylie dans le combat, dans la guerre d'indépendance, les ORS aussi, mais la Kabylie, c'était quand même singulier. La crise de l'été 62
la crise de l'été 62 a placé la Kabylie dans un antagonisme avec le nouveau pouvoir. Historique. Hein, dans un antagonisme avec le nouveau pouvoir. À mon avis, pour deux éléments. Premièrement, parce que la Kabylie est au centre du septentrion, donc elle était éloignée des frontières. Donc c'est elle qui a le plus souffert de la rétention de l'armement, etc., et de la dépossession de ses cadres. Il n'y avait pas de porosité avec la Kabylie. Quand je parle Kabylie, je parle Wilaya 3 historique et Wilaya 4. Wilaya 4 et Wilaya 3. Donc, lorsque le pouvoir de Boumedienne a voulu s'installer, il a eu deux oppositions. Il a eu ce bloc historique de la Wilaya 3 et de la Wilaya 4. Avec le marquis du FFS et tout. Non, avant. Là, on est, ah oui, on est avant. Non, là, on est dans la crise de 62. Et il a eu la Fédération de France qui, dans son écrasante majorité, c'était un prolongement de la Kabylie. Puisque De la Wilaya 3. De la Wilaya 3 et de la Wilaya 4. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé si on essaye de voir la crise de 62 avec la distance? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était le mythe, c'était la création du mythe du séparatisme kabyle. Galababab, c'est ce que dire que la main de Boumedienne avec les chars qu'il a eu grâce à la solidarité internationale, etc. Dkhel en tenaille pour prendre le pouvoir. Et qui est-ce qu'il accuse de séparatisme? Il accuse la Wilaya 3 et la Wilaya 4 de séparatisme. Parce que la Wilaya 3 et la Wilaya 4 étaient du côté du GPRA. Et cette histoire de séparatisme kabyle est devenue un élément fondateur de la doctrine du pouvoir algérien. Mais cet élément fondateur, il n'était pas aussi accentué, aussi utilisé à l'époque de Bouteflika qu'à l'époque du régime Tebboune. Il a été utilisé avec la même intensité. Il a été utilisé du temps de Boumedienne. Il a été utilisé. Les histoires de est-ce que la même intensité quand même? Bien sûr, les histoires de Hargoul Alam, les histoires de c'est le prolongement du Maroc, les histoires de Hargoul Mashaf, les histoires de Bouzid. Est-ce que tu es d'accord? Moi, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas eu, toi qui étais sur place quand même? Oui, moi qui Est-ce qu'il n'y a pas eu un avant et un après 2019? Je pense que 2019 et 2024, ce n'est pas la même situation, qu'il y a une aggravation clair sur le plan de la loi, sur le plan du comportement des services de sécurité et de la gestion des affaires publiques du pays. C'est-à-dire? Je m'explique. Je pense que l'arsenal juridique adopté en matière de syndicats, de droit à la grève, d'information, 87 bis, de cette normalisation du champ politique, la normalisation des partis historiquement, opposants portant de projets de société qui sont discutables. Et aussi l'isolement d'opposants politiques ayant eu des connivences avec des clans du pouvoir, je peux le concéder, mais l'isolement de personnalités politiques comme Saïd Saadi et autres, de journalistes, emprisonnement, brigadement de la société civile, utilisation d'associations de société civile pour promouvoir le pouvoir, les walis, les chefs de daïra. Qu'est-ce qui a mené à cela? Je pense, pourquoi l'Algérie de post-Hirak est devenue nettement plus brutale, plus arbitraire que l'Algérie d'avant? Il ne faut pas sous-estimer la rencontre de Ben Salah avec Poutine. Il ne faut pas sous-estimer... Quel est l'impact, quelle est la relation de cette rencontre et ce qui s'est passé après? Il ne faut pas sous-estimer, il ne faut pas réduire cette rencontre à une simple rencontre. Je pense que foncièrement, entièrement, l'Algérie est entrée dans le giron de la Russie. Et que les services russes ont tout fait pour que l'Algérie prenne de la distance par rapport à l'Occident, et Tebboune le fait ouvertement, et que ce verrouillage, cette répression qui s'abat sur tous les Algériens, sans singulariser les Algériens qui se retrouvent dans telle ou telle wilaya, crée ce recul dont vous me parlez. Parce que ce recul, on l'a vécu. C'est un sujet intéressant. Juste, je précise que la situation, les rapports géopolitiques du régime algérien avec les puissances de ce monde, on en parlera parce qu'effectivement, il y a eu un virage russe, mais depuis la visite de Macron
en août 2022 en Algérie, il y a eu un virage français. Et que depuis l'échec de l'Algérie d'intégrer les BRICS, il y a eu clairement des relations très compliquées entre l'Algérie et la Russie. D'ailleurs, la Russie, elle est beaucoup plus proche aujourd'hui des Émirats et des pays adversaires de l'Algérie que l'Algérie elle-même. Mais on aura l'occasion d'en débattre. Juste, Mohamed, je te laisse continuer de commenter, mais une question. Parce que moi, j'aime bien quand même... Je regrette que les partisans du régime ne soient pas là avec nous, mais j'essaye de jouer, de les écouter quand ils m'appellent et de refléter sur le plateau leurs préoccupations. Il y en a qui disent, c'est vrai qu'il y a eu de la répression, c'est vrai qu'il y a eu de la persécution, mais elle était nécessaire, parce que si on avait laissé... Parce que le hirak a été... Il y en a beaucoup, attention à Mohamed, et c'est des personnes qui ont manifesté de février 2022 jusqu'à, on va dire, jusqu'à avril 2022, et qui ont dit que non, désolé, le hirak a été changé, il y a eu l'influence des islamistes, il y a eu l'influence des radicaux, et que ce n'est plus le hirak, et que c'était justifié de réprimer pour maintenir la sécurité nationale, l'unité nationale, et pour maintenir l'ordre public. Et que c'est une période nécessaire pour remettre le pays dans la stabilité. Il y en a beaucoup qui le disent et qui y croient. Qu'est-ce que tu as à leur répondre? Alors, le régime a été fondé sur la violation de la souveraineté populaire et sur la légitimité révolutionnaire. Le Boumediene a installé son régime en faisant un coup d'État au GPRA. Ouais. Et son coup d'État a été construit sur un chantage à la guerre civile. Une violence. Sur le chantage à la guerre civile. Soit vous acceptez que je prenne le pouvoir, soit je prolonge le bain de sang à la guerre d'indépendance. Les Algériens, ils ont cédé. Les Algériens, c'était le fameux mot d'ordre, donc ils ont cédé devant le chantage à la guerre civile. En contrepartie, Boumediene, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'avait pas d'autre choix, que ce soit Boumediene, que ce soit qui tu veux, il n'avait pas d'autre choix face à un peuple qui était en haillant, à un peuple qui sortait de 132 ans de colonisation, de paupérisation, de dépossession. Il n'avait pas d'autre choix que d'essayer de jeter les bases d'un projet. La relation avec l'Algérie de 2019. Attendez, c'est même si c'était un McDo. On ne peut pas saucissonner. Je suis en train de le faire. Donc, Boumediene était obligé d'essayer de pallier à la misère du peuple algérien. D'ailleurs, De Gaulle a commencé à le faire. Le plan de Constantine, et c'est déjà les bases de la politique développementiste qui allait suivre après l'indépendance. Ça a créé, disons que ça a créé une nouvelle Algérie. C'est-à-dire qu'il y a eu des couches moyennes qui se sont créées, il y a eu le niveau culturel et éducationnel qui s'est élevé, il y avait une petite base industrielle qui a été cristallisée. C'est normal de l'évolution. Voilà. Mais ça a posé des problèmes au système. Ces problèmes, ils éclatent au grand jour en 80. Parce que quand tu fais monter des couches moyennes et qu'elles ont un certain niveau de vie, donc il y a des aspirations politiques qui naissent. Ces aspirations politiques se sont exprimées sous la forme du printemps 80. C'est-à-dire que la revendication démocratique, la revendication culturelle et identitaire, etc., c'est l'expression de cette évolution de la société algérienne. Le pouvoir a compris que sa politique était dangereuse pour son existence, parce qu'elle faisait monter des forces au sein de la société. Bien sûr. Elle faisait monter des forces sociales qui étaient son fossoyeur. C'est la loi de l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un choix stratégique qui est celui d'ouvrir la porte à l'islamisme. Il ouvre les portes grandes ouvertes pour contrecarrer le progressisme. Pour contrecarrer ce qui s'est exprimé sous la forme de la revendication amazigh, mais qui en vérité exprimé l'aspiration des couches moyennes à un système beaucoup plus ouvert, etc. Les revendications de 80, elles étaient beaucoup plus nationales que régionalistes. Donc, en ouvrant la voie à l'islamisme politique, mais en vérité, c'était une façon de donner les moyens de concrétiser une libéralisation, un choix ultralibéral. Le problème, c'est que ce choix-là va rentrer en crise en 86. La crise pétrolière de 1986, le choc pétrolier, en vérité, il faut lier ça à l'Union soviétique, puisque la stratégie de Reagan, c'est documenté, c'était d'étouffer l'Union soviétique en écrasant, en faisant effondrer les prix du pétrole. Ça a marché pour l'Union soviétique en 89, mais ça a déjà secoué l'Algérie en 86. Donc l'Algérie était en crise, le choix du régime
sont entrés en crise en 86 et ça va s'accentuer jusqu'à 88 où 88 ça a été l'explosion. Cette explosion a été rentabilisée, a été prise par... il y a eu une tentative de la gérer par le système, c'est l'option Hamrouch, c'est l'option Hamrouch, mais cette option Hamrouch ne faisait pas l'unanimité au sein du système. Et quand on arrive à 92, ils étaient obligés, parce que le choix islamiste leur a échappé, ils étaient obligés de chercher une autre option. À ce moment-là, ils n'étaient pas d'accord. Ils étaient d'accord pour se débarrasser de Hamrouch, mais ils n'étaient pas d'accord sur la solution. La solution, Boudiaf, le président Boudiaf, celui-là je l'appelle président, même s'il n'est pas élu, le président Boudiaf a été très vite fermé par son assassinat et on ouvre sur un choix par défaut, qui est celui de Zeroual. C'était un choix par défaut. Il faut bien se rappeler qu'à ce moment-là déjà, le nom de Bouteflika a été cité. Donc il y avait déjà la possibilité, Bouteflika. Il aurait refusé en 1994. Mais pourquoi il a refusé? Parce qu'il avait senti le danger, qu'il n'avait pas parce le plein pouvoir. Parce que lui et ses amis considéraient que les conditions pour qu'ils prennent réellement le pouvoir n'étaient pas réunies. C'est ça. Donc il a dit, moi je m'en fous de votre pays. Moi je ne peux pas prendre le pouvoir entièrement, je ne peux pas avoir le pouvoir tout entier. Donc je ne marche pas. C'était un cadeau empoisonné le pouvoir à l'époque aussi. Oui, c'était un cadeau empoisonné. Non, parce que Zeroual a décidé de raccourcir son mandat. Ça veut dire, le raccourcissement du mandat de Tebboune, c'est de Zeroual. Lapsus révélation. Le raccourcissement du mandat de Zeroual, c'est que le rapport de force a changé. Et qu'à ce moment-là, Bouteflika et ses amis ont considéré qu'ils pouvaient prendre tout le pouvoir et disposer de tout le pouvoir. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils ont poussé à la porte Zeroual et ils ont intronisé Bouteflika. Et Bouteflika Afrit, parce qu'en même temps qu'il a pris le pouvoir, il était toujours dans sa logique de prendre sa revanche, parce que lui, il considérait que le pouvoir devait lui revenir en 79, pas en 99. Il est considéré comme l'héritier légitime de Walid Boumediene. Pas en 99. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il développe une stratégie pour remodeler le commandement de l'armée. Il se dégage l'Amari, il intronise Gaïd Salah et il mouille le commandement militaire dans des relations avec les Émirats. Où la corruption bat son plein, c'est-à-dire qu'il les a... Il s'est servi de l'outil des renseignements, des services sécuritaires, renseignements pour centraliser au niveau de la présidence. Oui, c'est des jeux. Mais l'essentiel, c'est qu'on arrive en 2008. Et 2008, il accentue la crise du régime en passant à un mandat à vie. Parce que c'est en 2008 qu'il a eu son mandat à vie. Tant qu'il avait la possibilité d'exercer le pouvoir, Bouteflika va continuer à mouiller l'establishment, surtout les militaires, dans des affaires de corruption, etc. Parce qu'une armée qui est corrompue, ce n'est pas une armée nationale. Une armée qui est corrompue, c'est une armée qui est ouverte aux 4 vents. Et on ne peut pas compter sur elle pour réfléchir sur le pays ou réfléchir au devenir du pays. Et l'armée algérienne est une armée corrompue. L'Algérien qui me dira le contraire, j'aimerais bien qu'il me le montre. La problématique, c'est qu'elle confisque... C'est un autre débat. Hein. Oui, il y a bien des Algériens qui me reviennent le contraire. Parce que l'armée, il y a armée et armée. Souvent, on dit que l'armée, c'est l'establishment, la hiérarchie militaire, c'est une chose. L'armée, c'est un État au sein d'un État. C'est beaucoup plus compliqué que ce que tu dis. La problématique, c'est la confiscation du pouvoir politique. Mais bien sûr. C'est ça la problématique. Mais aujourd'hui, c'est pour revenir aujourd'hui. Tebboune, c'est un civil. On y arrive. Donc, à partir du moment où Bouteflika s'est assuré un pouvoir à vie, donc il avait les coups des franches. Et la meilleure, c'est quand on arrive à la fin. Qu'est-ce qu'il propose en 2019, en mars 2019? Qu'est-ce qu'il a proposé? Il a proposé une prolongation de son mandat. Il a demandé un mandat de transition d'1 année pour pouvoir organiser une conférence nationale. Et les militaires ont bien compris qu'est-ce que ça voulait dire. Ils ont compris que c'était leur procès qu'il organisait. Et ils ont compris qu'ils voulaient prendre la revanche sur le système et tuer le système avec lui. Ce qui veut dire que... Et là... C'est pour ça que Gaïd Salah a fait son coup d'État. Ah oui. Là, Gaïd Salah, d'abord, c'est quand même intéressant de s'arrêter sur cette période. Gaïd Salah a d'abord voulu
que son coup d'État ne soit pas perçu comme une attaque contre les Émirats. Donc il a voulu d'abord avoir l'aval des Émirats pour se débarrasser C'est pour ça qu'il s'est déplacé juste avant aux Émirats, qui avant le s'est début des déplacé événements et qui politiques. se sont déplacés. Et qu'ils se sont déplacés. C'est dire la nature du régime. C'est-à-dire qu'il y a des parrainages multiples. Un parrainage à Moscou. Des vases communicants. Oui, un parrainage à Moscou. Oui, un c'est des jeux parrainage. d'alliance, c'est des Un jeux parrainage. d'alliance, Oui, c'est pas des jeux d'alliance. Les jeux d'alliance, ils sont transparents. C'est-à-dire que tu peux les lire. On est sous tutelle. Tu vois, C'est la tutelle. C'est des parrainages. C'est des suzerainetés. C'est des suzerainetés, c'est des suzerains. Ça veut dire que tu leur prêtes allégeance. Ouais. Soit à Paris, soit à C'est une Ankara. lecture des événements. Tu vois. C'est une certaine lecture des événements. Donc, une fois qu'il a eu l'aval des Émirats pour se débarrasser de Bouteflika, il a fait son coup d'État. Mais dans le coup d'État, il y avait un autre coup d'État. Pourquoi? Parce que les rapports sont fragiles. L'establishment militaire est tellement fragilisé parce que tenter d'imposer, comment il s'appelle, Mehoubi contre Ouesmo, contre Tebboune, jusqu'au dernier jour des élections, ça te renseigne sur l'état des rapports de force à l'intérieur des décideurs. Ça veut dire qu'il n'y a plus de cohésion. Il y a plus d'une sensibilité Alors, forte. C'est absolument passionnant ce que tu nous racontes, mon cher ami. Quand on en arrive à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut prendre comme conclusion? La conclusion, c'est qu'il n'y a pas de projet. C'est qu'il n'y a ni consensus ni projet. Ça, c'est 2019. Est-ce qu'en 2024, il y a un projet? Est-ce qu'en 2024, il y a un consensus? Est-ce qu'en 2024, il y a une proposition politique qui est faite à la société? Une politique est disqualifiée. C'est non, c'est non, c'est non. C'est une très belle conclusion, mon cher ami. Mais je vous invite donc à faire une toute autre émission sur ce sujet-là, parce que tu as résumé de façon assez complexe, mais un peu savante. Mais ça mériterait qu'on approfondisse ce constat-là. Et c'est pour cette raison que malheureusement on s'approche vers la fin, on ne pourra pas tout dire. Comme ça, sur cette analyse assez intéressante, nous allons revenir bientôt dans un autre numéro pour justement essayer de comprendre dans notre prochaine émission quel est le projet politique pourrait naître après cette élection anticipée du 7 septembre 2024. Merci beaucoup, restez connectés. Merci. Merci beaucoup Bouzid pour ta présence. Il va revenir avec nous pour ton témoignage. C'était comme ça, à la prochaine. Merci. Pour revenir, on attend ton histoire, c'est un cas. C'est un cas cette histoire.